Au XXIe siècle, un petit royaume poursuit sa quête de l'illumination. Nous sommes au Bhoutan, où la sauvegarde de la culture et de l'environnement est considérée comme essentielle au bien-être de la population. Je m'appelle Art Wolf et je vous emmène au bout du monde. Le royaume du Bhoutan est un pays minuscule et faiblement peuplé, niché au cœur de l'Himalaya oriental, aux confins de l'Inde et de la Chine. Complètement isolé durant des siècles, il commence à s'ouvrir au reste du monde tout en s'efforçant de maintenir son identité si particulière. Ce peuple chaleureux et accueillant est extrêmement attaché aux principes bouddhiques du pacifisme, de la tolérance et de la non-violence. Le guide Pema Sonam m'accompagne dans mon voyage. La population est majoritairement bouddhiste et rurale. Les gens ont l'air gentils et heureux. C'est nous qui avons créé le concept du bonheur national brut. De quoi s'agit-il? On doit cette initiative à Sa Majesté le 4e roi du Bhoutan. Son idée était d'assurer le bonheur de son peuple sur la base de 4 grands principes. La bonne gouvernance, le développement économique durable, la sauvegarde de la culture et la protection de l'environnement. La religion du Bhoutan, le bouddhisme, dénonce le matérialisme. Partout au Bhoutan, des drapeaux à prière flottent sur les collines et les hauts sommets. Des prières sont imprimées sur ces drapeaux. Avec le temps, le vent déchire le tissu et elles s'éparpillent dans le ciel. C'est très émouvant de voir ces moines bénir des paroles qui seront emportées par le vent. Cette scène est très intéressante. Au premier plan, on a ces magnifiques offrandes, dont une plume de pan. Et les moines en train de prier font une belle toile de fond. J'essaie de jouer sur la profondeur, mais c'est très difficile de créer un effet 3D. C'est pour ça que je m'approche de si près. Ce rituel avec tous ces drapeaux colorés, c'est superbe. Au cœur de la grande vallée de Pobjika se dresse le monastère-école de Gantei. Grâce à Pema, je vais pouvoir assister à la prière du matin. Chaque jour, ces moines étudient et prient ensemble.
Les enfants arrivent très jeunes au monastère, où ils suivent un enseignement religieux qui se prolongera toute leur vie. Ils mènent une vie austère, faite de privation et de dévotion. L'illumination est à ce prix. Au Bhoutan, les distances sont plutôt longues. Alors, j'en profite pour travailler sur mon portable et charger mes batteries. J'ai branché un inverseur sur la batterie de la voiture. J'ai de quoi tenir longtemps. Situé au confluent de la Pho Chu, la rivière Père, et de la Mo Chu, la rivière Mère, le dzong de Punakha est sans conteste le plus beau du Bhoutan. C'est spectaculaire. Expliquez-moi ce qu'est un dzong. Les dzongs ont été construits au XVIIe siècle par Shabdrung, l'unificateur du pays. À l'époque, leur rôle était exclusivement défensif. Maintenant, ils n'ont plus aucune fonction militaire. Ils servent à la fois de centre administratif du district et de monastère. C'est ici que les moines vivent et étudient. Vous devez vous demander ce que font ces petits garçons dans les monastères. Il faut savoir qu'ici, ce sont les parents qui décident de l'avenir de leurs enfants. Les parents? Oui. Avant, quand l'enseignement à l'occidental n'existait pas, chaque famille devait envoyer au moins un de ses fils étudier au monastère. Maintenant, ce n'est plus obligatoire. Dans d'autres pays bouddhistes, on peut être moine pendant 6 mois, 1 an. Au Bhoutan, on le devient pour la vie. Voici une très belle tradition. Ce vieil homme fait tourner un moulin gigantesque qui contient des milliers de prières. C'est une façon pour lui d'accumuler des mérites. Super. Vous savez ce que j'aime ici? C'est tous ces animaux et ces plantes intégrées au décor. Il y a surtout des animaux mythiques. De loin, un dzong est très imposant. Mais une fois qu'on est à l'intérieur et qu'on l'observe dans le détail, on constate que chaque centimètre carré est décoré avec une grande finesse. À cheval dans une forêt du Bhoutan. Fantastique. La grue à cou noir est vénérée par les Bhoutanais, qui la considèrent comme un oiseau de bon augure. Pema nous emmène vers un lieu de prière d'où on pourra observer à loisir cet animal menacé d'extinction. C'est magnifique ici. C'est une zone protégée? Tout à fait. Je ne vois aucun fil électrique. Effectivement, il n'y en a pas, à cause des oiseaux. À cause des oiseaux? Absolument. On utilise des générateurs et des panneaux solaires. Les grues nidifient au Tibet pendant l'été et elles passent l'hiver ici. Elles arrivent à la mi-octobre et vers la mi-mars, elles repartent au Tibet.
Quelle vue! On est entouré de drapeaux à prière dans une haute vallée du Bhoutan. Et juste en contrebas, il y a des grues à cou noir, une espèce menacée. Regardez, elle joue. Et celle-là vient vers nous. J'adore voir ces drapeaux flotter dans le vent. Les grues sont toujours en couple. C'est pour apprendre à bien se connaître avant la nidification. Quelle dextérité! On a un bon karma. Parce qu'on a brûlé de l'encens ce matin pour plaire aux dieux. C'est irréel. Tous ces drapeaux à prière et ces oiseaux menacés qui descendent du ciel et se posent devant moi. Je n'aurais pu imaginer plus belle chorégraphie. Le tir à l'arc est notre sport national. Le tir à l'arc. Oui. Ce groupe utilise des arcs et des flèches traditionnelles, en bambou. Venez, je vais vous présenter ces tireurs d'élite. Très volontiers. Art, ravi de vous rencontrer. Elle est loin, la cible. À environ 140 mètres. La longueur d'un terrain de football américain. Incroyable. Je peux prendre des photos? Oui, bien sûr. Ce qu'ils font là, c'est essayer de distraire le tireur de l'équipe adverse pour qu'il rate sa cible. Comme ça, eux, ils marqueront un point. Je peux essayer? Oui, oui, oui. Il n'était quand même pas loin. Pas touche. Wow! Presque. Il était à ça de la cible. Montrez-moi. Comment on tient la flèche? Comme ça? Comme ça. Ne vous inquiétez pas, je vais pas tuer mon caméraman. Allez vous mettre à l'abri! Ils y vont. C'était sympa. Ces volutes de brouillard dans la forêt, c'est magique. Dans le cadre d'une politique progressiste de protection de l'environnement, le Bhoutan s'est engagé à préserver la forêt sur au moins 60% de son territoire. Et lorsqu'on traverse le pays, la réussite d'une telle politique saute aux yeux. Le paysage est d'une beauté à couper le souffle. Les fêtes religieuses, appelées Tsetchu, sont un élément essentiel de la culture bhoutanaise.
Les danses, exécutées par les moines, racontent la vie de Bouddha et l'histoire du pays. La fête de Paro commence dans les petits monastères perchés au-dessus du village. Mais dès demain, les danseurs iront se produire dans le Grand Dzong. Ce flot de gens qui grimpent, ce sont les danseurs. Ce voyage prend tout son sens ici. Je me trouve plongé au cœur de la culture bhoutanaise, dans l'Himalaya, et ces danseurs accomplissent un rituel vieux de plusieurs siècles. Pas pour les touristes, mais pour eux. Les mouvements élégants des danseurs, leurs longs costumes colorés. C'est un grand moment. Le lendemain des festivités au Dzong Draka, nous descendons avec Pema au monastère fortifié de Paro, qui offre un rituel bien plus impressionnant. Le Dzong de Paro est mon préféré, il est tellement ancien. Les Tsetchu sont des cérémonies religieuses? Oui. Elle rend hommage à celui qui a diffusé le bouddhisme au Bhoutan. On l'appelle le deuxième Bouddha, ou Guru Rinpoche. Ça s'est passé à quelle époque? Au 8e siècle. Il a été invité par le roi du Bumtang. C'est comme ça que le bouddhisme a été introduit dans notre pays. Cette cérémonie revêt un caractère sacré. Absolument. Elle se fonde sur les enseignements de Bouddha. Les mouvements sont gracieux et très anciens, et ils racontent une belle histoire. Ces danseurs avec un masque en forme de crâne sont les gardiens de la foi. La danse du chapeau noir est exécutée par 21 moines. C'est un rituel de purification. Ils chassent les esprits malins de la terre sacrée. Voilà des siècles que la cour du monastère accueille cette cérémonie. Et en la photographiant, j'ai l'impression de remonter le temps. C'est une danse très solennelle, haute en couleurs et pleine d'élégance. Je regarde tourner tous ces danseurs avec leurs chapeaux noirs et j'en profite pour faire de très belles photos abstraites. J'adore cette vue plongeante. Comme le temps de pause est très long, le mouvement dessine une spirale. Ça donne des photos artistiques, totalement abstraites. Un point de vue différent sur cette danse.
La ferveur religieuse est palpable. C'est une tradition très forte et très ancienne. C'est loin? Ouais. Avec Pema, nous partons à l'assaut de la montagne. La route est longue, mais là-haut nous attend l'un des sites les plus emblématiques du Bhoutan. Le monastère de Tak Chang, également appelé la tanière du tigre. Ça grimpe vraiment beaucoup. Oui, mais ça vaut la peine. C'est un des lieux les plus sacrés du Bhoutan. Enfin! La légende de la tanière du tigre remonte au 8e siècle. Elle raconte que Guru Rinpoche est monté sur le dos d'une tigresse et qu'ils ont volé jusqu'à une grotte dans la falaise. Un des temples a été bâti autour. Et une fois dans la grotte, il a commencé à méditer. Plus tard, en 1695, un maître spirituel a fait construire le monastère à la mémoire de Shabdrung Ngawang Namgyal, l'unificateur du pays. Pourquoi les Bhoutanais tiennent tant à le visiter? Quand on prie ici, qu'on fait des offrandes, on s'assure une vie meilleure. On améliore son karma. Voici la vue la plus célèbre du Bhoutan, le monastère de Tak Chang, perché sur sa falaise de granit. Mais ce qui fait toute la beauté du lieu, c'est la lumière qui éclaire les drapeaux à prière et le vent qui les soulève en remontant les flancs de la vallée. Un grand classique. Cet endroit est unique au monde. Pendant plus d'un millénaire, le Bhoutan a vécu isolé du reste du monde. Au XXIe siècle, le plus grand défi de ce pays éclairé sera de préserver son âme. Et tout porte à croire qu'il y parviendra. Je m'appelle Art Wolf. À bientôt pour un nouveau voyage au bout du monde.